Bonjour à tous, c'est avec un peu d'avance que j'ai le plaisir de participer à cette journée sur le thème des objets connectés et le droit. Je tenais à féliciter les 3 initiateurs de cette manifestation qui ont remporté le soutien du programme IDEX de l'Université Côte d'Azur il y a plus d'1 an et demi pour mener à bien cette recherche qui arrive aujourd'hui à son terme. Pour cette journée, dans le format court qui nous a été indiqué, je voudrais essayer de mettre en relation les notions de territoire et d'espace à propos de la circulation des données collectées et transmises, communiquées par les objets connectés. Cette approche part du constat très simple selon lequel plus il y a d'objets connectés, plus il y a de données produites et plus il y a de données en circulation. Et l'interconnexion de tous les objets, vous l'imaginez bien, produit un phénomène de très grande accélération dans cette circulation des données. Pour appréhender cette circulation, je pense qu'il est intéressant de poser l'hypothèse d'une circulation totale au-delà du contrôle. Circulation totale implique qu'elle concerne l'ensemble des acteurs, quels qu'ils soient, acteurs publics, acteurs privés, groupements ou individus. Quant à l'échappement, à la perte de contrôle, il est assez facile de considérer qu'une fois la donnée collectée, eh bien son circuit de circulation échappe à proprement parler à une très grande majorité d'acteurs, si ce n'est à la totalité des acteurs. Face à ces phénomènes de flux, on peut être tenté, comme on le fait classiquement en droit, à chercher à fixer le phénomène de circulation, et notamment dans sa dimension spatiale, à le fixer sur les territoires. Il s'agirait alors d'essayer de rendre compte sur la couche terrestre, et notamment sur le territoire des différents États ou des différentes entités, publiques ou privées, quels sont les points de localisation de cette circulation et dans quelle mesure elle appelle à chaque point de fixation un traitement juridique. Ça, c'est l'approche classique par les territoires. À cette approche classique par les territoires, on peut essayer de développer une deuxième approche qui n'est pas concurrente de la première, qui s'ajoute à la première, qui est une approche en termes d'espace. Cette approche en termes d'espace pose l'hypothèse selon laquelle les flux de données constituent un espace normatif propre qui est capable d'appeler le jeu d'un certain nombre de règles, et notamment de règles juridiques, qui intéressent particulièrement le juriste. Pour essayer de bien caractériser ce qu'est un espace de flux d'un point de vue normatif, je voudrais prendre l'exemple d'un vol transatlantique, exemple pris parmi d'autres. Si vous faites l'addition de toutes les règles juridiques publiques, privées, de sources internationales, nationales, régionales, etc., qui s'appliquent à un mouvement d'avion entre, par exemple, la France et le Brésil, eh bien, vous avez en quelque sorte dessiné un espace de flux, le vol transatlantique, qui concentre sur lui l'application d'un nombre assez considérable de règles qui ont toutes le même objet, la circulation de l'avion de la France jusqu'au Brésil. Si je ramène ça à la circulation des données, et particulièrement la circulation des données collectées et retransmises par les objets connectés, alors je peux imaginer que cette circulation des données correspond à un espace de flux et qu'un certain nombre de règles de droit vont intervenir, probablement un nombre considérable de règles de droit vont intervenir pour essayer de saisir en tant que tel cet espace de flux marqué par à la fois une masse de données en circulation et, comme je l'ai dit précédemment, une perte de contrôle. La question qui se pose alors est d'essayer de faire vivre le rapport entre ce niveau classique que le droit affectionne particulièrement les territoires
Et ce niveau un peu métaphorique, mais qui existe tout de même, de représentation de la circulation des données tout autour de la planète, selon des schémas de circulation qui sont totalement décollés des territoires traditionnels, ou en tout cas largement décollés des territoires traditionnels, même si bien sûr ils empruntent des canaux terriens comme des câbles. La majorité, vous le savez, des circulations de données passent par des câbles, et notamment des câbles sous-marins. Si je mets en relation donc cette dimension territoire et cette dimension espace, je peux essayer de m'interroger sur le point de savoir si les données collectées par des objets connectés et qui circulent grâce à ces objets peuvent faire vivre un rapport dialectique entre les deux. Pour cela, je vais prendre un exemple très simple, celui d'un logement connecté qui fait l'objet de locations saisonnières selon la pratique de plateformes dédiées à cette activité, et notamment Airbnb pour ne citer que cette société-là. Cette activité d'objets connectés qui va collecter des données, les faire circuler, appelle un rapport entre les territoires et les espaces, à la fois dans une dimension ascendante et à la fois dans une dimension descendante. Si je prends la dimension ascendante, il va s'agir pour des acteurs traditionnels, terriens, d'essayer non pas de se limiter à une activité sur les territoires, mais à exister dans l'espace de sphère des données. Je prends un exemple, vous savez que l'activité Airbnb est redevable en France, ça a été établi à une taxe locale qu'on appelle la taxe de séjour. Pour collecter cette taxe, l'organisme responsable peut bien sûr se limiter à des activités terrestres de type déclaration, contrôle des déclarations, visite sur site, mais il peut aussi chercher à exister dans la datasphère. Et c'est d'ailleurs ce qu'il s'est passé. De quoi s'agit-il ? Il s'agit au fond de permettre à cet opérateur collecteur de taxes, au terme d'un accord avec Airbnb, de pouvoir mettre un filtre dans les processus de réservation des logements, de sorte que Airbnb devient collecteur de la taxe pour l'acteur public dans la datasphère au moment de la circulation des données, selon des schémas, encore une fois, d'une très grande diversité et d'une très grande masse. Cette existence de l'acteur traditionnel dans la datasphère est déterminante. Si l'acteur se limite à des activités terriennes, il y a de fortes chances qu'il puisse ne pas contrôler une grande partie des activités qui ont lieu. S'il a la possibilité d'exister dans la sphère des données, c'est-à-dire dans l'interface mise en place par Airbnb entre les preneurs à bail, si j'ose dire, et les bailleurs, eh bien, il y a une possibilité pour lui d'exister dans cette circulation de données en collectant systématiquement toutes les informations qui sont transmises, en tout cas, par cette plateforme. Voilà donc un premier exemple ascendant où un acteur terrien cherche à exister dans la sphère des données et pour ça va développer des outils de la sphère des données, des applis, des interfaces qui vont lui permettre d'exister dans ce flux de données. La deuxième dimension est descendante, il s'agit de savoir comment on va essayer de ramener au territoire cette sphère des données. Là, deux approches sont possibles. La première approche consiste en gros à considérer que la sphère des données doit être calquée sur les territoires. Donc on essaye d'imputer sur les territoires l'ensemble des éléments de localisation qui existent dans la sphère des données. Autant vous dire que cette entreprise est totalement vaine, qu'elle n'est totalement impossible. Ça ne veut rien dire de chercher à localiser les serveurs, les canaux par lesquels les données collectées par Airbnb via le logement connecté vont circuler un peu partout dans l'environnement numérique. On a un espace de flux qui est autonome, décollé des territoires, et donc l'idée du calque, l'idée qu'on va calquer l'espace sur les territoires, donc ramener en gros l'espace au territoire, ça n'existe pas. L'autre approche qui est beaucoup plus intéressante consiste à dire qu'il ne s'agit pas de contrôler les flux, il ne s'agit pas de dire qu'ils sont plutôt ici que là,
Il s'agit de considérer que cet espace de flux va connaître des points d'imputation sur les territoires, où les territoires vont chercher non pas à découper le flux, non pas à le traiter partiellement, mais à l'appréhender dans sa totalité. Je prends 3 exemples de rattachement possible. Le lieu de situation de l'immeuble. On peut imaginer que pour un certain nombre de questions, le lieu de l'immeuble soit le lieu où sont réputés, localisés cet espace de flux. Il peut s'agir bien sûr du lieu du responsable de traitement, il peut s'agir de ces données, il peut s'agir de la personne ciblée par cette activité, notamment de collecte de données. Bref, on a différents rattachements qui sont connus, qui existent à l'heure actuelle, mais l'intérêt de configurer ces rattachements en termes d'espace de flux, c'est qu'on ne cherche pas encore une fois à limiter l'espace de flux qui est appréhendé sur les territoires, on cherche à appréhender la totalité de l'espace de flux sur un point du territoire. Cette approche a le grand mérite de nous faire comprendre que un certain nombre de réglementations, et je pense bien sûr au RGPD, ont des impacts totalement globaux dans la mesure où il est absolument impossible, contrairement à ce que l'on peut parfois laisser entendre, de partitionner en quelque sorte les flux de données qui sont soumises à cette réglementation. Le RGPD crée des modes de traitement en Europe de la datasphère dans sa totalité, avec tous les impacts que cela peut entraîner. Je vous remercie.